Je pense que vous connaissez un versant de Sam, alors peut-être pour rappeler rapidement, la première du linceul à ski en 95, c'est ça? Ouais. Quelques hauts faits. Le premier saut en best jump des Tours de Trambourg, en la date là par contre 2005. Voilà, bon, je ne vais pas refaire toute sa carrière, mais quand même des réalisations assez exceptionnelles. Une carrière himalayenne dont on aura l'occasion de parler un petit peu plus tard dans la soirée avec Christophe Profit, qui est venu aussi pour raconter, échanger avec Sam sur cette histoire ces histoires qu'ils ont vécues ensemble dans l'Himalaya. Ce que je voulais juste dire pour vous présenter Sam, et un versant que vous connaissez peut-être déjà pour ceux qui ont lu le livre, et pas encore pour ceux qui ont la joie de pouvoir le découvrir, c'est que Sam, il s'est révélé un nouveau versant que vous ne connaissiez peut-être pas, c'est qu'il s'est révélé écrivain. Et moi, ça a été une très belle surprise. On a accueilli son projet, et puis au fur et à mesure qu'on a vu ses textes arriver, on a vu qu'il y avait une voix qui s'exprimait, et ça, c'est un très grand plaisir de voir que quelqu'un chez nous se révèle après avoir fait des choses extraordinaires dehors, et sur le papier devant son écran, il a aussi révélé quelque chose de super intéressant que je vous encourage beaucoup à lire, mais j'espère que la soirée va vous donner encore plus envie. Et on va passer la parole à Lorraine pour nos traditionnelles lectures. Je suis un môme qui a grandi dans une vallée magique avec de l'or dans les mains. Pas l'or qui remplit les valises des riches monchus qu'il faudrait racler jusqu'au bout, mais l'inestimable richesse du terrain de jeu qui domine Chamonix et les Ouches. C'est quelque chose que peu de gens ont compris ou qu'ils oublient trop vite. Cet oubli malheureux vaut aussi bien pour ceux qui viennent de découvrir la région que pour les enracinés d'ici, avec 10 générations au cimetière. Le petit ange que je suis encore grandit gentiment auprès de ses parents et de son frère. Rien ne laisse présager un dérapage dans les abîmes sombres de la révolte. Issu de 2 familles de catholiques pratiquants et conservateurs, je me paye même le luxe de faire l'enfant de chœur tous les dimanches à l'église. L'argent ne manque pas et mes conditions de vie ressemblent à celles de tous les enfants gâtés de la vallée. Protégés de la violence dans notre écrin montagnard, nous sommes hors du monde et hors du temps. À la maison et au dehors, tout est fait pour nous épanouir dans la paix et la tranquillité. Nés avec les skis aux pieds, nous nous disons les fils de la glisse. Nos parents et nos grands-parents employaient déjà l'expression pour parler des pionniers de ce sport magique. On grandit pour le ski et par le ski. Ces valeurs portées de génération en génération, on est influencé par un groupe. On est influencé par un groupe, on s'oppose au système établi et la révolution est en marche. Malgré notre sale manie de ne rien écouter, quelque chose est en train de se forger peu à peu dans nos crânes décervelés. J'ai quitté mes fonctions d'enfant de chœur et je découvre que la vie se consulte à la maison, mais s'apprend dehors avec ses congénères. C'est le début de sale gosse. Au pluriel. C'est le début d'un gentil petit gamin. Oui, c'est vrai que aujourd'hui, d'ailleurs dans la salle, il y a encore des professeurs que j'ai eus. Et Comme ça ou ça on les nomme pas, déjà là, j'avais déjà dérapé un petit peu. Mais c'est pour dire que c'est vrai que cette vallée, c'est quand même quelque chose d'unique. Et d'unique dans le sens où on a une chance inouïe ici. Et faut essayer de s'en rappeler un peu tous les jours. Parce que des fois on l'oublie. C'était un petit point. Et tu as commencé par le ski. Et j'ai commencé par le ski. Avec la bande de salon. On commençait à mettre les skis et puis à vouloir être... Avant de vouloir être des champions du monde, déjà c'était la première chose à faire. On met les skis et tous ici, on a mis d'abord nos skis avant le reste. Fait des courses évidemment en ski alpin. Et puis avec l'envie de devenir champion, forcément. Comme la fille de Christophe, comme beaucoup d'enfants ici,
on a voulu essayer de glisser un peu plus vite, et le chrono c'était important, malgré tout ce qu'on peut dire. Voilà, c'était se dire être le meilleur, mais surtout se battre contre le chrono et être le plus rapide. Donc ça a été vraiment le début de l'aventure, c'était ça. Et le début de l'ambiance aussi, un peu groupe. Ouais, le groupe, forcément l'ambiance au ski, c'est là où on commençait à délirer un maximum. Parce que voilà, dans le bus, les entraîneurs, etc., évidemment le ski-étude. Le ski-étude qui était ici grainé et tiré par une personne en particulier, qui s'appelait Richard Boson. Et Richard, c'était notre mentor, parce qu'il nous laissait faire en même temps, il nous lâchait de la bride, et en même temps, il nous briefait exactement sur ce qu'il fallait faire ou pas faire. Et c'est une personne qui a compté énormément dans le début de notre groupe, puisque les skieurs, voilà, on était là, on cherchait un peu, évidemment on faisait des conneries, mais en même temps il était là juste pour faire tac, un petit peu plus à droite, là, ça ira. Et il était guide aussi, donc évidemment Passion de la montagne c'était là. Et ça a été le groupe du ski-étude qui se forme petit à petit, et où comme je dis, après avoir appris la bonne éducation à la maison, on essaye d'apprendre le reste. L'enfant de cœur. Alors moi j'avais une question sur l'enfant de cœur, c'est que je trouve qu'il y a un truc qui est très habile dans ici, c'est que tu as toujours ce va-et-vient entre le côté enfant de cœur que tu fais exploser assez vite, on sent bien, et quand même un grand respect pour ce qui vient de la vallée et ce qui vient des générations d'avant. Et est-ce que je me suis demandé si le fait d'avoir porté la bise enfant de cœur, de gaieté de cœur ou pas, ça préparait à porter la bise guide, ce qui est quand même super traditionnel. Tu vois, est-ce qu'il y a un point commun? Pour moi, non, là directement, parce que sinon, je pense pas que j'aurais porté la bise guide. Donc il n'y a pas forcément de point commun. Mais il y a cette ambivalence où forcément au départ on est toujours, et je m'en rends compte maintenant étant jeune père de 2 petits-enfants, où on a tendance c'est d'avoir ce cocon familial où on est là à l'intérieur et puis on apprend plein de belles choses et tout est gentil, etc. Et puis à un moment on sort, on part et puis c'est là où on découvre des choses. Mais ça ne veut pas dire justement ce que j'essayais d'écrire dans ce livre, c'est que on est les deux et on n'est pas seulement le méchant gamin, le sale gosse, mais on a aussi appris 2-3 bases et elles restent. Et ces bases-là, elles sont là. En vieux con qui emmène grimper son fils, mon père, Jean-Marie, ne se rend pas compte de ce qui se passe dans la tête de sa progéniture. Pourtant, il suffit d'une journée pour faire basculer le destin d'une vie. C'est quelque chose d'assurer son paternel quand on est minot et que l'on pèse moins de 20 kilos. On renverse les rôles. Depuis toujours, on a suivi ses parents partout. On leur a fait une confiance absolue, puis d'un coup, on est au relais. La corde est dans le descendeur et on tient son père entre les mains. Tu ne lâches pas cette corde, Sam. Il y a un petit passage pas facile et je peux tomber. Calé sur mes genoux, vaché le plus court possible au relais, je tremble avec lui dans les longueurs et je découvre ses limites. Donc l'escalade, ouais. Mon père, il est aussi à une charnière de sa carrière et il est en train de découvrir les chaussons d'escalade alors qu'il était en gros jusque-là. On grimpe pas mal à Sormiou dans les Calanques puisque voilà, il est directeur de l'UCPA à l'époque là-bas. Il est guide. Et il est guide. Mais il est guide, mais il a ses limites et je m'en rends compte déjà à ce moment-là. Où justement, voilà, on n'est pas invincible et c'est pas parce qu'on est guide qu'on sait tout faire. Et il m'emmène grimper déjà dans lui ses limites en tête. Et moi je suis derrière et il faut que j'assure un minimum. Donc c'est déjà là où on va te dire, voilà, tu fais un truc mais faut le faire bien maintenant là. Et jusque là
tu étais gamin et tu suivais exactement tout ce qu'on te disait. Et maintenant, c'est de dire, voilà, tu es responsable et tu es responsable de moi. Et donc, si tu m'assures, tu as intérêt à bien assurer. Est-ce que tu en as reparlé avec ton père? Oui, bien sûr. Cette scène-là. Et qu'est-ce qu'il ressent, lui? Parce que ça doit être flippant la même chose. De savoir que tu es assuré par un... La même chose, c'est-à-dire que c'est de se dire, voilà, je suis trop fier d'emmener mon gamin à ce moment-là, faire des choses. En même temps, je suis dans ma zone déjà légèrement hors temps fort et je fais des choses qui vont plaire à mon jeune, et en même temps, moi, je me pousse aussi au cul. Et du coup, on est là à vivre deux choses intenses, les deux. Mais c'est lui qui te met les pieds à l'étrier. Ah bah oui, c'est lui qui, forcément, c'est lui qui... Un plan libre. Oui, et puis à l'étrier, sur le grattant. On s'en doute. Mais ça part très vite, donc après c'est avec Titi. Titi a 14 ans et j'en ai 16. Nous sommes probablement la cordée alpine la plus légère du moment, avec un total qui ne dépasse pas les 40 kilos tout habillé. Je revois Titi attaquer la directe américaine. Tu peux rappeler où c'est la directe américaine pour ceux qui ne savent pas? Les drues. Comme une longueur à l'école d'escalade des Gaillans. Le bruit des pierres qui volent du sommet comme des gros frelons nous rappelle que nous sommes à l'attaque d'une phase de 1000 mètres. Nos sacs sont plus lourds que nous et nous sommes trop lents dans les manœuvres. Mais la face nous semble presque familière et nous avançons sans souci. Après une première tentative jusqu'au bloc coincé, nous grimpons jusqu'au sommet en découvrant enfin le dièdre de 90 mètres. Puis vient le tour du pilier Bonatti et de la face nord. Le pire, ce sont les descentes qui n'en finissent pas et les crampes qui nous réveillent la nuit une fois revenus en vallée. Heureusement, il y a le bonheur des monstres plateaux repas servis au lit par nos mamans qui nous chouchoutent, trop contentes de nous voir revenir sains et saufs. On aurait pu devenir de jeunes grimpeurs sans souci, mais les plus grands se mêlent peu à peu à nos histoires et nous sommes propulsés dans un maelstrom d'une puissance difficilement mesurable. La bande se retrouve au complet lors des premières compétitions d'escalade qui se déroulent pour notre plus grand plaisir en site naturel. Nous y participons par simple curiosité et sans briller, car selon notre expression favorite, nous sommes archi nuls. C'est vrai. C'est ce moment charnière aussi où voilà, on est à la fois, on part à l'aventure dans le minéral et le monde minéral où c'est à nous de nous en sortir, et en même temps au moment où on rentre à la maison et on se fait chouchouter bien comme il faut. Donc c'est assez marrant de vivre ça. Voilà. C'est vrai que après, avec les grands, on va vite sortir et être propulsé sur de l'alpinisme assez, on va dire, de haut niveau, comme on dit, alors qu'on est tout gamin, et que finalement, c'est vraiment le moment où on peut s'exprimer le mieux. C'est-à-dire que c'est quand on est jeune, comme quand on a entre 14 et 18-20 ans, où on a le potentiel maximum. Déjà parce qu'on a le temps, et puis parce qu'on a la patate et on n'est pas tout cassé. Ça, c'est important. Et du coup, c'est certainement le moment où je vais faire le plus de montagnes, parce que je ne vais pas m'arrêter. Alors bien sûr qu'après, on fait des montagnes en tant que guide, différemment. Mais ce moment-là intense, en tant qu'amateur, c'est certainement ces années-là où ça va être le plus prolixe. Plein de choses, surtout dans la vallée, évidemment, quand on est... Et donc la compète... Et la compète d'escalade, c'est pas notre truc, mais en même temps, c'est comme ça qu'on se retrouve. Parce que, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est ces compètes d'escalade qui commencent, parce que c'est les années 80, les premières compétitions d'escalade internationales. Et puis en même temps, il commence à y avoir des petites compètes pour les jeunes, et dont ce championnat de France jeune escalade, où au départ, c'est pas des compètes dans les murs d'escalade, et ils trouvent à chaque fois des falaises un peu différentes, où ils équipent des nouvelles voies, et ils envoient des jeunes compétiteurs dedans. Et nous, évidemment, on hallucine sur le niveau déjà actuel qui est pas comparable au nôtre. Où on est déjà, c'est pour ça que je dis qu'on est archi nul.
Mais en même temps, ça nous donne la motive. C'est le lien clé où on les voit et on se dit, ouais, d'accord, ok. Ouais. Si on veut un minimum s'en sortir là-haut dans le granit du coin, il va quand même falloir qu'on se botte le cul. Même si l'entraînement n'a jamais été notre tasse de thé. On n'a jamais essayé de s'entraîner au top du top. On a toujours essayé de crapahuter dans la montagne et c'est ça qui nous faisait notre entraînement. Est-ce que, puisque Christophe est là, est-ce que au moment où vous partez dans la Directe américaine, est-ce que vous connaissez le film? Est-ce que vous savez que Christophe a fait non, pour ceux qui... je ne sais pas si quelqu'un ne sait pas, mais Christophe Proffi a fait la Directe américaine en solo en 83, je crois, 82. Donc là, c'est après. Alors, ouais, vous le savez, ça représente quelque chose pour vous? Oui, bien sûr. Donc on le sait, mais on ne se connaît pas. Et c'est le grand là-haut qui est la stratosphérique montagne qu'il a réussi à faire comme ça en solo, où on voit ce film et on le voit aussi à un moment donné crier un peu, etc. Et on se dit mais comment il a pu faire ça? Et nous ça n'a rien à voir avec ça. Ce qu'on veut, c'est déjà aller au sommet des Drues et après on verra. Mais ça devient notre montagne fétiche. C'est ça qui est marrant. Parce qu'avec Titi, ce qu'on veut faire, c'est notre truc. On regarde les Drues depuis Cham, depuis l'école, parce que c'est facile, voilà, c'est au-dessus. Mais en même temps, c'est beau, c'est raide. Et l'escalade aussi, c'est notre truc. Peut-être que le mixte, ça va venir plus tard, la glace, ça va venir plus tard. Et du coup, les Drues, c'est ça. C'est notre emblème à nous. Pas forcément d'être influencé par l'emblème des guides ou des choses comme ça. Forcément, ce qu'a fait Christophe, ça influence. Mais c'est cette montagne-là où on se dit, allez, on va se faire toutes les belles classiques. La Directe américaine, le Pied Bonati qui est disparu et la face nord. Alors qu'on est un peu jeune. Ça fait un bon petit complément pour le archi nul pour ceux qui avaient. Un matin, nous partons avec une douzaine de copains pour faire quelques conneries au pont de la Caille, près d'Annecy. Ce sont les débuts du saut à l'élastique en France. Mais nous nous intéressons à une pratique plus confidentielle, le saut de corde depuis des ponts ou des falaises, exploré et médiatisé par le grimpeur américain Dan Osman. L'idée du jour est de se balancer avec une corde entre le pont historique réservé aux piétons et le pont moderne où circulent les voitures. On s'attache nos deux cordes dynamiques de 100 mètres au vieux pont pour s'élancer depuis l'autre. On chute ainsi librement pendant 80 mètres avant de penduler de l'autre côté et d'être catapulté à nouveau vers le haut comme de vulgaires pantins. Cette activité est évidemment interdite sur des structures publiques, mais par miracle, la police ne vient pas. La deuxième corde, un peu plus lâche que la première, permet d'absorber l'énergie en fin de course. La remontée de chaque sauteur se fait d'abord sur des poignées jumards, mais le rythme est faible. Si tout le monde veut sauter, il faut inventer quelque chose d'autre. De nombreux touristes s'arrêtent pour admirer le spectacle et nous les embauchons pour tirer les cordes avec nous. Ceux qui arrivent à l'arrière du pont repartent vers l'avant pour créer un mouvement continu. En moins de 5 minutes, le sauteur est remonté et au bout de 10, nous envoyons un nouveau volontaire dans le vide. Tous les amis venus avec nous sautent, y compris ma mère. Un touriste acharné finira même par sauter après nous pour nous avoir aidés toute la journée. Le public venu admirer nos sauts est de plus en plus nombreux et l'idée vient aux filles d'organiser une quête pour financer nos prochaines bêtises. Elles ont trouvé des corbeilles et passent dans les rangs des touristes pour faire la quête. Toutes les raisons y passent, l'achat du matériel, les droits photos et comble de tout, le financement de nos études. En fin de journée, il y a un joli petit magot et nous décidons de nous offrir un restaurant tous ensemble à Chamonix. L'équipe est électrisée par la journée, d'autant qu'elle réunit par hasard, ce jour-là, les éléments les plus virulents de nos connaissances. Tous les ingrédients sont là pour que la soirée tourne au vinaigre. Nous repeignons les murs avec tout ce qui reste dans les plats. Le patron de la gargote, qui n'en peut plus de ces infâmes outrages, découvre à côté de la corbeille d'aumône, pleine de pièces pour payer la note, une grosse crotte que nous avons démoulée aux toilettes et déposée au centre de la table en guise de pourboire. Il vocifère et se jette sur nous. La bagarre générale qui s'ensuit est digne des saloons du Far West.
Il n'y a pas de miroir derrière le bar, mais une grande baie vitrée s'effondre en 1000 morceaux. 4 ou 5 véhicules de police finissent par encercler le restaurant, mais nous avons juste le temps de nous enfuir, laissant quelques clients comme témoins de nos crimes. Le lendemain, ma mère est convoquée au poste de police, car elle a été reconnue par un des clients. Après interrogatoire de toute l'équipe, nous payons la vitrine et le patron, Grand Prince, retire sa plainte quelques jours plus tard. Quand même sale gosse. Ça commence à déraper, c'est vrai. C'est typiquement skiétude. C'est-à-dire que voilà, ça a commencé à déraper dans les couloirs avant les cours. Et puis c'est un peu l'apothéose, c'est mes 18 ans, ce jour-là. Ou en tout cas pas loin des 18. Voilà, je suis majeur mais pas du tout vacciné. Et ma mère surtout fait partie du truc. C'est là où je voulais quand même un petit peu en parler, parce qu'on a une relation un peu spéciale. Voilà, où mon père est plutôt assez strict, et faut quand même pas déconner. Et ma mère, toujours prête à faire les premières. Elle saute, elle fait partie du truc. Voilà. Donc c'est voilà, le matin, du coup, quand la gendarmerie appelle, chance, mon père n'est pas là, tac, on dit ok, tu dis rien, on y va. Et on s'arrange. Finalement, on s'est arrangé. Donc elle a dû protéger pas mal de coups, non ? Pas mal. Hein ? T'es retourné dans ce resto ? Après, il a un peu disparu. Je pense pas que c'est de notre faute. Mais il était gentil, hein. Déjà, il a vraiment bien pris les choses, parce que c'était vraiment là, et encore, j'ai édulcoré un petit peu. Et vous étiez nombreux quand même, hein ? Ah oui, bah ouais, on était, je crois qu'on était pas une vingtaine, mais c'était pas loin. Ouais. Toute la journée à sauter déjà, voilà. Sauter déjà en corde comme ça, il n'y avait rien qui était qui prouvait que ça pouvait tenir correctement, hein, les cordes, les résistances. Voilà, on y allait comme ça. On mettait quand même 2 baudriers, parce qu'on avait entendu parler qu'il y avait eu des sauts de corde où il y a des problèmes de baudrier qui avaient cassé. On avait 2 baudriers. On attachait une corde sur chaque baudrier. Et puis on se disait comme ça au moins ça tiendra. Et puis après il y en a un qui a gesticulé en l'air, évidemment, ma mère aussi, mais il y en a un qui a gesticulé particulièrement et qui s'est encharbaté dans les cordes, c'est-à-dire qu'il est passé à l'intérieur entre les 2 cordes qui étaient évidemment en loupe comme ça, parce qu'il y avait 80 mètres de corde, et puis c'était attaché sur l'autre pont. Et puis du coup on sautait comme ça, et puis à un moment il est sauté au milieu des 2 cordes, donc c'est complètement cramé le bras, etc. Mais il était tout content, et il était là le soir. Et ma mère aussi est partie en cri d'effroi, est partie un petit peu à la renverse, et du coup elle s'est déboîtée un peu le bassin. Ça l'a pas empêché d'aller au restaurant le soir. Non. Et puis elle courait vite, hein, au moment où les voitures sont arrivées. Enfin, le goût du risque, vous aimez ça, tous, toute la bande. Et puis on va parler un petit mot de Dédé. Dédé a rencontré Marielle, une femme du monde, si l'on peut dire. Elle l'est sans aucun doute face aux bouseux de montagnards que nous sommes. En termes de caractère, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. On dirait des frères siamois. Son énergie est débordante, elle n'a peur de rien et ne passe pas une minute sans rigoler. Ses gloussements annoncent toujours une nouvelle avalanche. Son vice est si proche d'une autre qu'on a l'impression d'avoir grandi avec elle. Quand ils sont tous les deux, on dirait Bonnie and Clyde. Le couple déjanté déambule au jour le jour avec nous dans un road movie sans limite. À 20 ans, il ne bouffe pas que des bonbons Haribo et enflamme les rues et le ciel à coups de napalm antisocial. Larcin en tout genre, moto surpuissante, Porsche déglingué, avion ou hélico, tout y passe, et nous sommes de la partie. Mais le vol moteur, c'est bon pour les papis. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir s'envoyer en l'air. On commence alors le parapente, un jour de fun. Ce qui revient à voler dans une machine à laver, et Jérôme fait un vol solo en delta alors qu'il ne sait même pas monter l'aile tout seul. Mais là encore, on s'emmerde à attendre que le sol arrive. Il faudrait quelque chose de plus radical, la chute libre. C'est ça, quelque chose qui est fait pour nous. Ouais. Jamais assez, hein. Ouais. On dévore un peu là. C'est l'accélération, on a 20 ans,
Et il faut pas seulement regarder la montagne comme une belle chose avec les feuilles d'automne qui tombent et le soleil qui se couche, mais il faut aussi évidemment accélérer un peu. Et accélérer, voilà, le côté aérien va devenir important. Et il ne se fait pas d'un coup sur la chute libre, etc. Mais c'est vrai qu'il se fait surtout drainé par le couple des Desmarielles, qui commence à essayer de voler un petit peu avec tout. Et puis aussi avec la bande, David, etc., où on découvre le parapente de pas de même manière, évidemment, pour les parapentistes qui sont là. C'est court, et puis tu verras, là-bas, il y a un carré vert que tu pourras te poser. Pas de radio, et puis évidemment, tiens, ouais, ça a l'air de souffler un peu bizarre aujourd'hui, et oui, on vole avec heureusement des ailes qui ressemblaient plus à des camions que des ailes. Et on vole les jours de parapente, à se faire secouer comme des salauds, et puis à se dire, tiens, ouais, aujourd'hui c'était quand même un peu fort. Évidemment, il ne faut surtout pas voler le jour de feu, mais on le fait et on apprend de nos conneries. Donc là, c'est plus la période où on est borderline tout le temps. Un peu sur la brèche. Il y a eu de la casse quand même, non? Il y en a, mais pas trop, non. Vous avez eu de la chance, en fait. Non, justement, cette période-là, c'est plus la chance du début. Et puis, vous vieillissez un petit peu, 18 ans, 20 ans, un petit peu plus, et arrive quelqu'un dans votre entourage. Christophe Profit est un homme rare. Il est comme Kurteka ou Messner, une légende vivante de l'alpinisme international. Après avoir mené une vie d'ascète pendant la série d'exploits de ses 20 ans, Christophe s'est complètement libéré de la pression à laquelle il s'était soumis. Il vit sa montagne avec le même engouement, mais de manière décontractée, et il prend un plaisir immense à redevenir guide. C'est le seul guide que je connaisse qui peut enchaîner une balade au refuge de l'Échaud pour faire découvrir le cramponnage à une famille de débutants, puis le même soir emmener un compagnon à la face nord de l'Eiger et retourner le lendemain à la voie normale du Mont Blanc. Pour lui, tout est bon dans la montagne. Si on lui demande comment étaient les conditions et même si la météo était exécrable, il répondra toujours avec un petit sourire en coin. C'était super. On s'est connus à la compagnie des guides. On a fait quelques sorties de travail ensemble, mais ma véritable rencontre avec le mythe s'est déroulée dans la vallée, la nuit. C'est dans les bars autour de nos délires de fêtards et des défis les plus stupides que l'énergie s'est cristallisée. Tout est à craindre. Nous déambulons tout nus dans les rues pour sauter en plein hiver dans les fontaines de Chamonix. Même les chiens nous évitent car beaucoup ont peur de se faire embarquer dans nos bas glacés et de subir le châtiment d'un de nos multiples lubies. Le plus important est de laisser le champ libre au délire. Je te laisse t'approcher. Approche-toi. T'en souviens-tu de ces soirées ? Ouais, c'était une époque charnière pour moi aussi, tout ça. Et tu l'expliques bien. Bah donc, oui, la découverte, elle se fait pas dans la montagne, elle se fait avec des conneries. Donc tout ça pour dire que tout est lié, c'est-à-dire qu'il y a un moment, voilà, on peut dire oui, ils font n'importe quoi, voilà, pourquoi ils se jettent dans les fontaines, etc. Mais en même temps, toute cette histoire-là, elle est importante dans le sens où c'est pas seulement créer des liens, c'est l'énergie commune. Et cette énergie commune, on voit bien qu'elle est à revendre, donc c'est sûr que vaut mieux pas nous croiser au bord de la fontaine, mais en même temps, c'est ce qui va faire aussi que on va redécouvrir la montagne ensemble. Parce que Christophe, il a vécu des choses très intenses, énormes, qu'on ne pourra jamais vivre. Mais il est à une époque où voilà, c'est pas facile de revenir après ces choses-là. Et nous on découvre. C'est-à-dire que oui, dans les Alpes, voilà, on a fait plein de trucs, etc. Mais lui, il va nous montrer son jardin himalayen. Et donc, on est les étudiants voilà, en fontaine et en 8000. Du coup, moi, je ne vais pas en faire beaucoup des 8000 puisque je me rends compte que je ne peux pas.
Et ensuite, surtout, c'est que lui, on part sur des sommets techniques qui ne sont pas connus, dont on n'aura jamais parlé, mais qui sont fabuleux parce que reculés de tout, avec très peu d'infrastructures, voilà, une petite tente, quelques porteurs, et on part et on découvre les Alpes himalayennes. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, et on tire sa ligne où on veut, et là on apprend beaucoup du maître. Et peut-être avant de partir en Himalaya, est-ce que tu dis que c'est l'énergie commune que vous trouvez, mais est-ce que entre les connables dans les fontaines et ce que vous faites en montagne, est-ce qu'il n'y a pas un point commun qui a une forme de transgression? Bah si, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et alors là où c'est étonnant, c'est Christophe, on ne te voit pas comme ça à cette époque-là. Comme connerie assez fort, on a fait aussi un truc dont je me souviens, on était au dérapage, puis sur les coups de 10h, je ne sais plus quelle heure il était, 9h, 10h, on se dit on irait bien faire nuit blanche quand même. Tu t'en souviens de cette semaine? Et donc on est parti faire nuit blanche, on est monté. Moi, je disais tout à l'heure, une époque charnière, c'était une époque charnière parce que voilà, j'ai connu tu le disais, les sponsors, j'ai connu Pierre Bégin, après, et tout ça m'a permis, je crois que dans la vie, on a des chances comme ça, et j'ai eu cette chance de rencontrer ces grands, Sam, Dédé, et pour moi c'est une chance inouïe, qui m'a permis de relativiser sur plein de choses, de pas... J'étais sur un K2 à 8000, le seul 8000 que j'ai fait, du coup après tout ça, je me suis dit, ben ouais, tout est beaucoup plus simple que ça. Tout est beaucoup plus simple que les sponsors, tout est beaucoup plus simple que la course aux 8000, tout est beaucoup plus simple que que l'Igo, etc. Et là, je rencontrais des jeunes sur plusieurs expés, comme l'a dit Sam, qui sont restés totalement inconnus, mais qui pour moi sont et resteront toujours l'essence même de l'alpinisme. C'est le plaisir que j'ai ressenti. Et pour moi, c'était une époque très importante qui m'a finalement apporté beaucoup, qui m'a permis surtout une chose essentielle, et ça je leur remercie, je ne pourrais jamais leur remercier à la hauteur de ce que ça m'a apporté, ça m'a permis de rester finalement, de suivre le fil conducteur de ma vie, le métier de guide, de manière simple. Et je pense que si je ne les ai pas rencontrés, sans doute ça aurait été différent. Est-ce qu'on peut dire que tu avais besoin à cette époque-là de te libérer d'une pression, que toute cette période de performance, elle t'avait un peu étouffé et que tu... Je vais te donner un exemple. Charlie, je me souviens, on s'est retrouvés avec Sam, Jérôme, Dédé, on est tous les quatre au Condé, on a ouvert une voie qui s'appelle Extra Bleu Ciel. Et puis là, on se retrouve au dernier jour. Malheureusement, Jérôme a un petit problème, c'est intoxiqué dans la tente. Et le gaz du réchaud. Voilà, gaz du réchaud. Et puis là, il s'est passé un truc tout ça, mais en même temps extraordinaire, et qui est tellement bon à l'alpinisme, c'est que, bien sûr, Jérôme ne pouvait pas redescendre, il ne pouvait pas continuer à monter, il fallait qu'il redescende tout de suite. Et Sam, sans réfléchir, a dit, je redescends, et le sommet nous tendait la main, quoi. Et on était 4. Donc voilà, ça c'est des superbes images, quoi. Et Sam donc, a décidé de redescendre, moi je suis resté avec Dédé. Il y a encore des images qui me reviennent comme ça. À un moment donné, je fais un passage devant et je me retourne et je dis Dédé, vas-y, je comprends rien au passage. Donc voilà, ce sont des passages comme ça qui sont restés forts. C'était vraiment une histoire d'amitié. Une belle histoire, quoi. C'était du bel alpinisme, engagé, mais en même temps, voilà, vraiment tout simple, quoi. Et parfois tellement loin de ce qu'on peut vivre à la vie, des pressions de toutes sortes. Ça, pour moi, c'était fondamental. Du coup, le livre, voilà, grâce à toi aussi et ces choses-là, il est pas mal tourné sur ce lien d'amitié qu'on a tous en tant qu'alpinistes de toute façon, mais qui est hyper important et qui se fait pas que dans la montagne. C'est aussi pour ça que voilà, on délire sur ces choses-là de nuit, etc. Mais il y a des choses importantes qui se créent et après on devient voilà ce que j'ai appelé
des camarades inébranlables. C'était pas moi qui disais, hein, c'était quelqu'un de beaucoup plus connu, c'est-à-dire monsieur, comment il s'appelle? Un indice, Google. Tout ça pour dire, c'est pas grave. Oui. Le temps que ça revienne. Tout ça pour dire que c'est le plus important, c'est tout ce qui se crée avant ou pendant la montagne. C'est ce qui va faire de toute façon le fil de la vie. Et pas seulement le fil de l'alpinisme, mais le fil de la vie en général. Et cette amitié-là, elle est importante. Et est-ce que vous vous souvenez, parce que c'est souvent dans les récits d'alpinistes, je trouve, un moment moi, qui m'intéresse, c'est à quel moment vous vous encordez pour la première fois. Est-ce que vous vous souvenez l'un et l'autre, quand est-ce que vous êtes encordés pour la première fois? Ben, on s'est rencontrés pour la première fois, c'était au Kwandé. Attends, quelle expérience on s'est rencontrés? Non, c'était au Kwandé. Ouais. La première, ouais. Ça. Avant le grimpe en glace ici. Ouais, en glace, en expé au Kwandé. Ouais. Vous l'avez échappé belle, le Corneille, non? Ah oui, c'est vrai que c'est tombé le jour où il y a eu des grosses chutes de neige. Et, là aussi, peut-être que l'amitié, je pense, fait aussi des choses comme ça. Il s'est passé un truc aussi assez dingue sur cet expé où il neige pendant plusieurs jours de suite. Et puis à un moment donné, on décide de lever le camp, ce qui n'était pas du tout... mais voilà, il y a quelque chose qui s'est passé en nous, et je pense que cette amitié aussi, cette façon très proche qu'on avait entre nous, du coup, ça nous a sauvés, quoi. On est revenu quelques jours plus tard. Et ça, ce sont des trucs, bon, moi je suis pas du tout mystique, mais je pense qu'il y a des choses comme ça dont on est... bien sûr, il y a aussi plein de choses qui reviennent. Je me souviens d'un bivouac ensemble, on s'est retrouvés après la Fasnachtlager, on a bivouaqué sur l'arrêt de Sommital. Voilà, il y a des choses que... C'est comme ce que j'ai ressenti avec Pierre, il y a des décisions qui se font par des regards et non par la parole. Et là, quand on a décidé avec Sam, Dédé, Jérôme de quitter le camp, on n'imaginait pas ce qui allait se passer, mais ça s'est fait, quoi. Et c'était l'essentiel, sinon on ne serait pas là ce soir. Et le jeune alpiniste était le Memery. Et il y a une scène que moi je trouve très jolie, que Sam raconte, qui est pour moi une espèce de passage de témoin, sans faire trop lourd dans le symbole, mais parce que tu le fais pas, d'ailleurs tu le racontes de façon très simple, c'est que votre matériel est enseveli, et Christophe fonce à Katmandou, aller récupérer dans un tonneau du vieux matos, qui est en fait ta période où tu étais sponsorisé, c'est ça, où tu avais un peu du matériel stocké à Katmandou. Et il y a pour moi une espèce de passage de témoin à te voir revenir là dans ce camp de base dépouillé de tout parce que tout est enseveli avec ton passé d'alpiniste un peu star mais qui partage avec les petits jeunes. On avait tout perdu, il fallait faire quelque chose de cette expédition, quoi. Eux découvraient, moi j'étais super heureux d'être avec eux. Et puis voilà, on n'avait pas envie d'écrire l'histoire, simplement de faire plaisir et de pouvoir mener à bout cette aventure. Donc voilà, ils sont allés un peu vers le camp de base de l'Everest, on a récupéré du matos, puis on est reparti. Et là, ça a été aussi, voilà, pour moi, ça reste un super souvenir parce que c'était quelque chose de... On était en slip. On avait tout laissé au camp de base avancé, plus rien, terminé. Les broches, tout aligné bien. Plus rien. Ça, c'était votre première expérience. Ouais. Et après, la deuxième, c'est le Pumori. Pumori. Et là, ça se passe super bien. Pas trop mal, oui. Ouais, Pumori aussi, super aventure. Déjà, il fait beau tout le temps, Ouais. parce qu'il connaissait un peu le système de partir assez tard. Donc on part en décembre, et du coup décembre c'est très stable, etc. Alors sûr, il y a déjà les grands vents en haut sur les 8000, mais voilà, sur 7000 on était juste un peu en limite en haut. Mais sinon on n'a que du beau temps et on se régale. Donc c'est à 7000. Ouais. Et puis après, tous ceux qui se sont frottés sur des cailloux et de la neige pour y grimper ont eu envie un jour de monter à 8000. Juste pour aller voir.
Quelle que soit leur éthique, les puristes, les délicats, les cocheurs de croix, les très riches, les handicapés, les mourants, les très vieux et les plus jeunes, tous veulent toucher le mythe. La surfréquentation et l'amoncellement de corps et de corps abandonnés, de tentes et de bouteilles d'oxygène qui jonchent les voies normales n'y font rien. Ceux qui pensent que grimper une nouvelle voie à quelques centaines de mètres de ces tragédies les rend différents des autres se mettent le doigt dans l'œil. Nous sommes tous les mêmes. Les terres magiques de la haute altitude fascinent comme un lieu peuplé de créatures féeriques qu'il faudrait craindre mais rencontrer. Le chiffre 8 n'est pas seulement symbolique pour le système métrique, il l'est pour tous, car l'humain en manque d'oxygène ne peut y survivre. Des monstres nous attendent au creux des pentes. Le Yéti n'est pas une légende. Beaucoup l'ont rencontré, je parle ici de nos propres démons. Qu'ils prennent une forme humaine ou non, il est là. Il court entre les pénitents des grands glaciers, il souffle dans une fissure noire de rochers délités, il se démène entre deux nuages de tempête sautant d'une corniche à l'autre. Il nous accompagne comme une âme désincarnée qui nous fixe avec ses yeux pleins de lumière. La lumière, souverain témoin de la haute atmosphère, est garante de l'altitude atteinte. Quelque chose après le chiffre 8 change. Comme si grimper sur le haut de la canopée nous droguait comme les plongeurs en apnée. L'ivresse des altitudes nous fait oublier que c'est le monde de la vallée qui est le nôtre. Là-haut, au-delà des hallucinations et des mirages, au-delà des gelures bleues et noires, des œdèmes pulmonaires et cérébraux jusqu'à la mort, nous sommes touchés par la grâce de l'immensité. Au-dessus de nos têtes, où danse le bleu si pur, nous semblons toucher un dieu. On peut dire que la drogue est dure et le trip puissant. Sommet atteint ou non, Yéti aperçu ou pas, personne ne sort indemne de la visite. Une partie de soi reste flottée avec l'Everest. C'est quoi ta partie qui est restée flottée? C'est mon cerveau. Ton cerveau. J'en ai perdu la moitié. Tu peux expliquer. Bah, Peut-être pas le seul, remarque. Ouais, je suis pas le seul. Ouais. Non, une belle tentative, échouée. On a essayé de descendre l'Everest en snowboard et on se disait qu'évidemment on voulait faire la ligne la plus directe, qui était la ligne la plus logique pour pouvoir descendre en ski ou en snowboard. Nous c'était le snowboard, parce qu'on avait trouvé que le snowboard c'était le plus simple par rapport au fait de marcher avec des chaussures normales de montagne et ensuite après descendre en virage avec le snowboard. Mais c'est pas plus dur ou moins dur le snowboard, c'est pareil, c'est un engin de glisse, tout va bien. Et donc l'idée, évidemment, il y avait Erard Cloretan, Jean Troyet qui avait réussi à faire cette ligne du Hornbein très très rapidement et à descendre sur les fesses le couloir. On s'est dit, voilà, si ils descendent sur les fesses, on va bien y arriver à descendre le snowboard. Ce qu'il y a, c'est qu'il fallait y monter. Et donc on a essayé déjà plusieurs fois de financer l'expédition, parce que là d'un coup il nous fallait trouver quelque chose et des sous, parce que c'était un peu cher. Et puis du coup il fallait se mettre à trouver des sponsors. Ça c'était pas facile, dans la tête surtout. Et ensuite on a essayé, c'était 98 et il y avait des effets d'El Niño parfaitement adaptés à notre expédition qui jouait des tours et on est arrivé et où quand les Sherpas qui étaient avec nous sur les hauts plateaux du Tibet sont sortis de la voiture la première fois qu'on sortait l'Everest, ils nous ont dit this year no summit. Alors on va quand même essayer. Alors on a essayé et effectivement on n'a pas très bien réussi. Et moi, en une nuit à 8000, parce qu'on avait décidé de ne pas prendre d'oxygène, on voulait essayer de faire le plus pur, le plus simplement possible. Une nuit à 8000, je me suis retrouvé pas très bien et du coup, je me suis rendu compte que au niveau du cerveau, etc., j'avais des choses qui faisaient que valait mieux pas que je retourne à 8000. Voilà. Mais en même temps, une expérience fabuleuse. Un but monumental, on monte à 8000 et quelques. Sur l'arête nord, puisqu'on s'était rabattu, parce que le Hornbein c'était impossible. Mais en même temps, un partage à trois, parce qu'évidemment les Sherpas ne voulaient pas monter cette année-là aussi, parce que les dieux avaient dit. Et du coup, on était tous les trois sur la montagne, mais il n'y avait personne.
Il y avait quelques petites expés qui sont montées encore un peu moins haut que nous. Et on était tout seul sur la voie normale de l'Everest. En même temps, moi j'en garde un souvenir fabuleux. Mais voilà, on n'est pas allé bien. Et ça sent, si je peux ajouter. Et aussi, ce que je peux dire quand même, c'est que c'était la première fois qu'on était lâché en Himalaya sans mètres. Et donc, si je peux ajouter le fait que c'est un très beau souvenir, ça se sent, t'as pas perdu tout ton cerveau là-haut, parce que je trouve que les pages que Lorraine vient de lire, c'est une très belle évocation de l'altitude, et que je trouve que c'est assez rare. On entend souvent parler de l'altitude dans des conditions dramatiques, quand il s'y passe des choses, et je trouve que c'est un de nos plaisirs en tant qu'éditeur, c'est que les gens quand viennent, ils n'ont pas que des choses négatives à raconter, mais de temps en temps il y a un partage de ce qui est vécu là-haut qui est assez fort. Ouais, je pense que l'Himalaya pour nous ça a été vraiment, même après, plus Dédé, parce que Jérôme il était un peu comme moi, un peu sensible à l'altitude, donc il a pas beaucoup récidivé. Dédé il y a été beaucoup après, et je pense vraiment c'est quelque chose grâce à Christophe qu'on a découvert et qui est resté en nous, ce que j'explique, qui est vraiment resté en nous. Et je pense que toi de la même manière, manière différente aussi, mais tu as aussi laissé une part de toi-même en K2, des choses comme ça. Une fois n'est pas coutume, moi je vais terminer la lecture par le prologue, parce que je trouve que c'est en fait un livre boucle. Les cloches de l'enfer conspirent un ouragan. Le chanteur, arraché par la tempête, est pris d'une convulsion. Un éclair puissant descend sur son épine dorsale. La tête en arrière, les yeux fermés au ciel, il s'agrippe comme une bête à sa guitare quand le gong du temps sonne le glas. L'alpinisme est mort comme le rock'n'roll. Mais AC/DC tourne toujours en boucle dans ma tête de grimpeur. You're only young, but you're gonna die. Je tourne mon regard à droite et croise les yeux de Coco, ma fille qui a 2 ans. Elle vient de faire une connerie et je pleure tellement c'est beau. Elle trempe son harmonica dans la sauce tomate, puis le lève bien haut vers les aiguilles de Chamonix en souriant pour me montrer les montagnes. Elle me dit « Papa, I'm climbing !» et son instrument dégouline par terre et sur mon pantalon. Grimper est une question de choix. Mumry, le roi du rocher, devait choisir entre se vautrer dans les parages boueux du Luc ou décider de grimper pour regarder franchement et carrément en face la mort, sous son aspect le plus farouche. Avec les sales gosses, la bande qui va faire de nous des moins que rien, nous décidons de faire les deux. Mariant d'un geste Eros et Thanatos, nous défouraillons sur les habitudes et plus encore, nous devenons des camarades inébranlables. Comme ma fille, nous sommes nés pour les conneries. Nous divaguons le sourire aux lèvres d'un rocher à l'autre et de bêtise en bêtise. Dans le respect de l'héritage des anciens, car c'est eux qui nous ont montré le chemin, nous fomentons notre révolte pour bousculer l'ordre établi, la quête de performance et de reconnaissance. Jeunes merdeux et arrogants, nous nous rencontrons au pied du Mont Blanc et nous inventons notre histoire sans règle ni jugement. Nous sommes des alliés à la recherche d'un certain engagement. Et Christophe Profit, notre mentor, considère cet engagement comme une voie intérieure ultime, car c'est oser quelque chose face à soi-même. On ne peut rien face à notre inconscient brimé par le principe de réalité. Alpinistes de pacotille, nous savourons jour après jour nos jeux futiles. Voilà. Ça n'a pas changé en fait. Rien n'a changé. Ça serait dommage. Et si vous avez des questions à poser à nos amis, enfin, je crois à ça, à Christophe. Il y en a rien à dire. Déjà, il y en a une. On te garde moi ça. De ta première recherche de sponsor, de ce que ça impliquait dans l'éthique. Tu l'as vécu comment concrètement? Mal. Ça fait mal un peu. Ouais. Oui, parce que jusque-là, forcément, on peut très bien le vivre facilement. Nous, on l'a vécu difficilement. Parce qu'on avait essayé de se donner un code au départ.
Ça ne veut pas dire qu'une relation avec un sponsor, c'est quelque chose de néfaste, ou c'est quelque chose de mauvais. C'est simplement que nous, on s'était dressé des choses au départ et qu'on ne voulait pas en déroger. Et du coup, quand on s'est dit que de toute façon, c'était la solution si jamais on voulait aller là-bas, forcément, il y a eu un moment où on dérogeait à la règle. Donc il y avait cette espèce de malaise. Mais encore une fois, voilà, ce que je raconte aussi, c'est qu'il y en a qui le vivent très bien, et puis après, je m'en suis remis, quoi. Voilà. Tu vois, mais au départ, oui, il y avait cette espèce, on était surtout, ce que je dis, c'est qu'on était dans la révolte, et quand tu es dans la révolte, voilà, tu dis chiotte à tout le monde, donc tu veux faire les choses comme tu as envie de les faire toi, et du coup, tu te dis que tu ne feras pas comme tout le monde. Donc on en était là. Alors que oui, bon, après, on s'en est remis. Tu vois, hein. J'ai aussi, mais après, il y a aussi des belles relations qui se créent avec les sponsors. Voilà. Et puis, moi, je me suis mis à travailler chez Petzl. Donc, voilà, il y a des choses qui se vivent différemment, puis on devient vieux et peut-être pas con, mais seulement, mais on devient différent. Et voilà. Est-ce que c'est une discussion que vous avez eue avec Christophe, parce qu'il avait quand même une petite expérience dans ce domaine? Oui, on en a eu au point de base, forcément. Elles resteront au point de base, d'ailleurs. Et Christophe, toi, c'était un soulagement de passer à une autre période que celle des sponsors, pour toi? Oui, bien sûr, oui, et d'ailleurs, c'est vrai que garder sa liberté, c'est quand même bien, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, moi, pour poursuivre un tout petit peu, parce qu'il y a François qui est là. Non, mais c'est... J'ai rien à voir avec cette histoire. François Damilano. C'est juste, à chaque fois, moi je me rappelle de toi, parce qu'il y a une chose, on n'a pas parlé du tout, parce que moi j'ai fait du base jump de la wingsuit, puis j'ai arrêté, voilà. Et il y avait une phrase qui m'avait marqué, et souvent je la reproduis plus ou moins bien, je la reprends pour moi. C'est quand tu avais parlé justement de cette... Quand on est dans l'engagement et dans la prise de risque, il faut que ça reste un plaisir. Et tu avais parlé de quelque chose d'important, qui est justement au moment où voilà, la peur elle dépasse le plaisir, et ben dans ces cas-là, il faut arrêter. Et moi, le base jump, il y a eu un moment, voilà, j'ai eu 2 accidents, et au bout du 2e accident, voilà, j'ai pensé un peu à ce qu'a dit François, et c'est vrai que j'en étais là. C'est-à-dire que j'étais plus dans l'angoisse que dans le plaisir. Et dans ces cas-là, je me suis dit, tiens, voilà, je pense que j'ai plus rien à faire. J'en ai fait 15 ans, j'ai fait quand même 2 ou 3 trucs sympas. Et du coup, je préfère m'arrêter maintenant plutôt que devenir con. Ou mort. Ou mort, ouais. Ou mort pour ceux qui l'imaginent différemment. Et je l'imagine pas. Et alors, puisque tu parles d'angoisse, est-ce que rétrospectivement, c'est un truc qui me frappe dans ton récit de la descente du linceul, je ne vois aucune impression de peur. Tu dis, on a fait la fête la veille, on est parti à 4h du matin, on y va, et puis on a l'impression que ça n'est que du plaisir. Comment tu expliques que... C'est ça, hein, c'est justement cette énergie de groupe qui est la plus importante, et où là il y a tout qui est possible. Et de toute façon, c'est pas dans la peur qu'on réalise les meilleures choses, mais c'est bien justement quand on est totalement détendu et qu'on est justement face à soi-même et totalement en accord avec ce qu'on fait. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise les plus belles choses. Et ce linceul, c'est ça. Moi, j'avais quand même des doutes, voilà, je raconte ça dans le livre, j'avais quand même des doutes sur mes capacités. Parce que en voyant le linceul de face et en ne l'ayant pas grimpé,
j'arrivais pas bien à comprendre comment j'allais réussir quand même à descendre. Donc, j'avais même pris, parce que évidemment on a triché, on a pris l'hélico pour aller au pied, pour être sûr d'arriver à la bonne date, etc. Et puis qu'il n'y en ait pas un qui nous vole le truc. Donc on prend l'hélico et moi je prends mes chaussures de ski et je prends mes chaussures de montagne en me disant si j'arrive au pied et je vois qu'en fait c'est pas du tout pour moi, je prends les chaussures de montagne, je suis Jérôme, je redescends en rappel, pasta cosy. Et en fait on monte, il nous monte légèrement à mi-pente évidemment pour jeter un coup d'œil et là je fais bah ouais, bah, c'est sûr que ça descend. Donc je mets mes chaussures de ski et on y va. Voilà. Donc on n'est pas dans l'angoisse, on est dans... C'est bon, ça va faire. Alors après, il y a eu un peu plus d'angoisse sur la fin, mais je vous laisse lire. On n'a pas tout raconté. Hein. Voilà. Toi, Christophe, t'as suivi dans ces sauts, là, tout ça? Ski de Pandrel, tous ces trucs? Ouais, mais non, mais je crois qu'il faut vraiment être conscient du bagage technique et du niveau qu'ils ont, voilà. C'est ça... c'est plus qu'extraordinaire. Quand on voit le linceul en ski, même où tu parles du base jump, pour moi c'est juste pour moi c'est inconcevable, quoi. Comme de descendre une pente raide comme un linceul, sont des choses. Donc c'est aussi certainement aussi pour ça que il s'est passé quelque chose. J'aimais bien cette, on peut appeler ça folie parce que moi j'en ai eu à un moment donné. On le fait d'une manière tout à fait saine, quoi. C'est vrai, quand on est capable de décider à 10h du soir, on va aller se faire nuit blanche comme ça. C'est en même temps, voilà, c'est pour jouer, c'est l'amour de la vie, quoi. La vie elle est très courte, on essaie d'en profiter, donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé, quoi. Essayer de profiter de chaque instant en se foutant éperdument des jugements, de ce qu'on va en dire, c'est simplement pour vivre quelque chose. Donc, les salles golf, finalement, c'est un peu tout ça, quoi. On est souvent dans notre société, on est dans le jugement, alors qu'il faut d'abord seulement vivre, quoi. Et que chacun a le droit de vivre son existence comme il en a envie, sans que ça fasse de mal à quiconque, mais c'est comme une liberté qu'il faut saisir, quoi. Une question au fond. C'est où Nuit Blanche? C'est rive gauche du glacier d'Argentière. Et c'est une cascade de glace qui coule à cause du... Bah tiens, François, tu veux pas raconter? Non, mais c'est toi. Non, je te pose la question. Ouais, c'est une cascade de glace qui est une belle cascade bien raide, avec en fait il y a un trop-plein du système de... Ah, c'est celle qui éclate là. Voilà. Et du coup, faut y aller quand il lâche pas l'eau. Entre guillemets, parce que c'est pas vraiment... Voilà, c'est juste un peu à côté. Mais en tout cas, c'est une belle cascade qui est très raide et qui s'appelle Nuit Blanche parce qu'elle a été ouverte aussi de nuit. Donc, François, c'est ça? Je sais plus l'histoire, c'est Thierry Renaud qui a je baptisé cette cascade, mais c'est pareil, je crois que il est allé le lendemain d'une fête un peu arrosée. Ok, pareil. Il faudrait demander à Thierry. C'était pour partir maintenant. C'est la dalle. Voilà, sachant qu'il y avait eu une grande bataille pour savoir qui avait fait la première ascension de cette cascade. Il y avait à l'époque un personnage qui s'appelle Stevie Aston qui vivait dans la vallée, qui était lui aussi un sale gosse. Ah ouais, à sa manière. Et du coup, il y avait comment on pourrait appeler ça, une saine émulation entre un certain nombre de grimpeurs pour s'approprier des bouts de territoire qui restaient. Et ça, c'est les années 80, fin 93, 94, voilà, dans ces années-là. Et après, du coup, c'est une cascade qu'on a refait comme ça, et du coup, on est au bar, voilà, on est au bar en train de boire des coups, et puis on a déjà pas mal dans le cornet, et on se dit, tiens, faut y aller, c'est super bon. C'est un dénominateur commun, quoi. Faut boire des coups pour aller la faire. Ouais, C'est bien. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Christophe a ouvert une cascade juste à côté qui s'appelle Tequila Stuntman. Non, c'est pas moi. Mais bon, voilà, il y a toujours des histoires un peu comme ça. C'est uniquement pour se réchauffer. Hein. En sortant de la... C'est de la médecine, voilà. Ouais. C'est uniquement de la médecine. C'est par précaution. Ouais, exactement. Mais je pense que cette folie-là, elle est vachement importante à avoir en montagne parce que je suis sûr que
Sam, comme toute cette équipe, on finit par survivre, mais c'est pas un hasard quand même à chaque fois, quoi. On est prêt sur place, on se transforme, on est prêt à s'en transformer tout de suite en animal, quoi. Je suis même persuadé que si on a une barre de Sahara qui nous tombe sur la tête, on a la certitude de s'en sortir. Et c'est parce qu'on a cette certitude qu'on a beaucoup de chance effectivement de trouver la solution, même si on est aussi tous conscients qu'on est tout petit là-haut et tout à fait vulnérable, évidemment. Alors voilà, il n'y a plus qu'à lire. Et moi j'ai encore une question. Ah oui, mais oui. puisque vous êtes guides tous les deux, c'est pas difficile de temps en temps de faire c'est pas un grand écart entre cette part de folie et d'énergie et l'hyper-responsabilité que vous avez en tant que guide. Respectabilité du travail. Pas plus tard qu'avant-hier, Antoine de Gaulle m'a posé la même question pour la petite émission. Et du coup, je lui dis on est ambivalent. Parce que c'est vrai qu'il y a ce côté folie, comme dit Christophe, et en même temps, il y a un côté protecteur. Où quand on est guide, on est protecteur. Et du coup, on peut être les deux. C'est pas un problème. On peut avoir cette folie, et on peut avoir cette envie déjà de faire découvrir, mais en même temps partager aussi. Et j'en parle un tout petit peu sur la fin avec François, parce que je voulais pas m'étendre sur le métier de guide dans ce livre, parce que je voulais parler du côté animal plus que du côté protecteur. Mais malgré tout, on a vécu une chose incroyable avec François, que j'ai emmené en Antarctique. Et donc j'en parle un petit peu. Et du coup, c'est ça, pour moi, être guide, malgré tout, c'est une part de toi, mais qui est différente, mais qui fait partie de toi aussi. Et on peut être animal, et en même temps animal et protecteur, et les deux. Et au même moment. Surtout pour la faire à ton chef. Est-ce que j'ai expliqué à peu près? Oui, très bien. Ouais. Et Christophe? Tu as tout dit, il n'y a rien à rajouter. Non, c'est exactement ça. C'est vrai que le fait qu'on ait eu la chance de connaître ces moments de folie nous permet, je pense, en tant que guide, d'avoir aussi beaucoup de recul, quoi. Enfin, beaucoup de recul, non, c'est peut-être pas le mot, mais je veux dire de s'engager aussi parfois, ce qu'a fait Sam avec François, c'était quand même bien engagé en Antarctique. Donc on a, je pense, une vision qui nous aide beaucoup sur l'engagement, sur certaines courses, sur certaines choses qu'on peut faire en montagne. Et là aussi, bien sûr, on est toujours aussi dans le jugement, parce que quand on est avec un client, c'est encore différent. Moi, je me souviens que quand je suis allé comme ça, faire la 10e ascension de la Gueur avec un client, en réalité, une fois dans la paroi, je me suis dit, si j'ai un pépin, on va me tomber dessus, quoi. On me dit, mais pourquoi tu es parti à ce moment-là avec une face si blanche? Voilà, je ne veux pas l'expliquer, mais c'est ambivalent, comme dit Sam. On a ça en nous, ce côté animal, ce côté protecteur, mais on peut faire aussi un mix de tout ça, mais on sait de toute façon qu'il y aura quand même un coup de près qui tombera, quand même. On aura des comptes à rendre. Enfin, des comptes à rendre plutôt, pas de comptes à rendre, mais on sait un petit peu, on les sait, c'est aussi ce qui nous fait avancer, et c'est ce qui nous fait petit à petit se transformer en une carapace de béton. C'est que, bien évidemment, moi, dans cette paroi, je me suis dit, mais en même temps, je m'en serais tellement voulu de ne jamais y être allé dans ces conditions-là. C'est-à-dire, et toute cette énergie, je l'ai puisée, quand je me suis retrouvé avec Sam, Dédé, tout ça, ça m'a donné une énergie de les voir aussi. Imaginer partir, ce que raconte Sam sur le linceul comme ça, c'est... Même t'écouter comme ça, c'est effrayant, d'aller dans une face, c'est un mur, et il y avait une certaine innocence que je trouve extraordinaire, de pouvoir partir là-bas. C'est un peu, ça fait penser à deux maisons, mais ça va à l'encontre de la société. C'est-à-dire que maintenant, cette innocence, on n'a plus le droit, quoi.
Et ça, je trouve ça dramatique parce que on n'a jamais. C'est cette innocence qui permet de toucher l'extraordinaire, de toucher des sensations ultimes. Malheureusement, c'est de moins en moins permis. C'est mal vu. Et comme on est des sales gosses, on continue. on continue. Ils s'autorisent tout. Ouais, c'est vrai. Bon. Pas d'autres questions? Hein, Michel? Moi ça va, j'écoute, c'est intéressant. Un peu dit trop de conneries? Il en a sans doute encore beaucoup plus que sur l'Italie, non? Ouais. Un grand voyageur. Et guide. Qui a fréquenté les 8000. Moi je me souviens avec toi, quand tu étais avec Béja, quand on était en train de boire du K2, qu'il était avec tout un groupe, vous redescendez du sommet, c'était un grand souvenir. Ah oui, on s'y retrouvés. On revient bien de la Lune, là. Ah oui, c'était... T'étais dans le groupe qui a vu les flashs au sommet? Non. Non, t'étais au Camba. Moi j'étais au Camba, j'arrive au Camba avec Ouais, un c'est groupe, ça. avec des clients, tout un groupe. Puis on t'a attendu en fait. Ben, ça, c'est des moments inoubliables, ce moment-là, bien sûr. Mais il y a plein de moments comme ça qui jalonnent, qui apportent du bonheur, bien sûr. C'était fort. Comme ce moment que... C'est trop court moment où on s'est retrouvé avec Sam au sommet de Lager, en placement juste sur l'arrêt de fêtière. Après, je crois qu'on d'ailleurs on était avec Zitou, non? Ouais, Les Zitou. trois, voilà. Voilà, ce sont des moments inoubliables qui sont... ouais, qui font du bien. Et même, je suis touché quand on reparle comme ça, bien sûr, ce moment avec Pierre m'a ému beaucoup, comme celui avec toi. Et il fait soif, non? J'allais poser la question pour une fois. Je vous invite à aller boire un verre et puis à retrouver Sam pour les dédicaces. Hein. Tu vas rester assis là, on va t'apporter à toi.